le nombre de mecs qui se blessent un mois après une compète, c'est énorme. Parce que psychologiquement, t'es pas prêt, mais tu profites toujours de ton pic de forme. Donc, tu vas faire des barres qui sont énormes à ton entraînement, avec des intensités finalement qui sont hyper élevées, mais sans t'en rendre compte parce que tu es hyper en forme. Et ça, tu vas forcément le payer à un moment donné. À un moment donné, ça va être plus facile de prendre 10-15 kilos sur ton squat que de progresser techniquement pour, avec une force identique, prendre 10-15 kilos sur ton snatch. C'est un peu comme les gens qui se blindent d'antibiotiques et qui après réagissent plus d'antibiotiques. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu te blindes de quelque chose alors que tu n'en as pas encore besoin, tu vas te fermer une porte parce que plus tard, quand tu en auras besoin ou que tu en aurais eu besoin, tu n'y répondras pas. Ok Clément, on est live, comment tu vas aujourd'hui? Ouais, ça va, nickel, merci. Et toi? Ça va super bien, bienvenue sur le podcast. Ouais. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, tout d'abord, merci à toi de me donner la parole, c'est sympa. C'est un podcast que j'aime beaucoup, donc ça me fait Merci. plaisir d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Clément Goudin. Je pratique la force athlétique ou powerlifting depuis un certain nombre d'années maintenant. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la muscu. Et du coup, j'ai été champion de France 2019 en catégorie moins de 93 kilos. Et sinon, à côté, je suis coach en powerlifting. Donc, je fais pas mal de suivi à distance, notamment. Mhm, mhm. Euh, et voilà pour la présentation globale. Super, pour donner une petite idée aux gens de ce que ça vaut un 93 kilos en force athlétique, tu peux parler un peu de tes levées en compète? Ouais, alors au championnat de France 2019, donc qui est encore à jour ma meilleure compète, puisque 2020 ça a été annulé. Mhm. J'ai fait 260 au squat, 187,5 au développé couché et 287,5 au soulevé de terre, ce qui fait un total à 735 kilos. Mhm. Donc voilà. Et l'idée étant d'améliorer ça, puis de faire un peu mieux pour 2021 en espérant que les championnats de France puissent avoir lieu en 2021. Ouais, pour donner un repère, à ton sens, quel est ton meilleur levé et quel est ton levé le plus faible ou celui où tu as le plus de potentiel de progrès encore? Ah, finalement, ma force, d'être plutôt équilibré, de ne pas avoir de vrais mouvements faibles. Mais du coup, j'ai pas de vrais mouvements forts, c'est relativement équilibré. Mhm. Peut-être que le bench est un peu mieux que les autres quand même. 187, c'est une barre qui est en proportion un petit peu meilleure que les autres. Au soulevé de terre, il y a moyen de gratter beaucoup plus et de faire 300 et plus. C'est vraiment un vrai objectif. Mhm. Et au squat, il y a vraiment moyen aussi au coucher, les marges de progression. C'est un mouvement qui sollicite des plus petits muscles, et qui techniquement, sur lequel je suis quand même beaucoup plus calé. Et finalement, la marge de progression, elle s'amoindrit au fil du temps. Et Mhm. les kilos deviennent un peu plus chers au développé couché qu'au squat ou au soulevé de terre, par exemple. Ok, on va repartir un petit peu en arrière sur ton historique. Comment est-ce que tu as découvert la force athlétique ou les sports de force pour commencer? En fait, moi, je viens du judo à l'origine. J'ai commencé la musculation quand j'avais 18 ans, parce que j'étais relativement maigre et je voulais remplir ma caté de poids. Donc à l'époque, je faisais 68-69 kilos Mhm. et pour la même taille à 18 ans et je voulais remplir ma caté qui était moins de 73. Donc du coup, j'ai commencé la musculation un été Ouais. dans une salle pas loin de chez moi. Et en fait, j'étais pas trop mal et tout de suite, ce que j'ai aimé, c'est lever lourd. Et ensuite, je suis rentré à la fac et en rentrant à la fac, j'ai rencontré un gars qui faisait de la force. Et j'ai fait de la muscu pour prendre du poids et tout ça, mais c'était toujours avec un aspect vraiment prise de force et essayer de faire des grosses barres. Et tout de suite, j'ai eu un entraînement typé powerlifting un petit peu. Et plus tard, en 2013-2014, je ne me rappelle plus, la Fédération française a commencé à mettre des compétitions sans matériel, puisqu'avant, les seules compétitions qui étaient en France, c'était avec du matériel d'assistance. Donc une combi de squat, les bandes de genoux au squat, le maillot de coucher. En fait, ça m'intéressait pas. Mhm. Et la Fédé a démarré ce qu'on appelle l'euro. Donc en fait, en démarrant l'euro, c'est sans équipement. Et avec cette arrivée-là, j'ai fait ma première année en compétition. Je crois que c'était le championnat de France 2014. Donc j'ai dû commencer en 2013 les compètes. Et j'ai fait mon premier championnat de France en 2014. J'ai Tu te, terminé ra- sixième à l'époque. tu te rappelles de tes chiffres à ce moment-là pour donner une idée de la progression sur 5 ans? Euh,
Ouais, bah alors, ouais, un peu plus de 5 ans même, mais donc ma toute première compète, dû faire un total à 585, un truc comme ça. Mhm. Donc ça fait beaucoup. Et au championnat de France donc de 2014, j'avais fait, que je dise pas de bêtises, j'avais dû faire 617,5 de total. 617,5. Ouais. Donc en 7 ans, ça fait un peu plus de 100 kilos de progression sur mon total. Ok, ça fait une belle marge de progression et au cours des années, tu as touché à pas mal de sports différents, pas mal de sports de force aussi, Mm. haltéro, strongman. Tu peux parler un peu de Ouais. peut-être tes moments favoris dans ces autres sports ou des choses qui ressortent un petit peu pour toi en pensant à ça. Ouais, bah, en fait, les premières années, moi, enfin, je suis un passionné des sports de force en général, j'ai toujours adoré ça, même quand j'étais gamin, l'haltéro à la télé, j'adorais, quoi. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, bah, de rencontrer autrement Thibaut Lely, qui était sur Albi à l'époque, donc qui faisait du strongman. Mhm. Et bah, c'est devenu un très bon ami d'ailleurs, depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Et en fait, bah, j'ai découvert un peu le strongman avec lui. Il s'entraînait une vieille grange enfin, à Albi, et du coup j'étais allé m'entraîner là-bas avec lui. J'étais parti un week-end à l'époque, et j'ai découvert un peu le strongman comme ça. L'haltéro, bah, en fait j'ai commencé la force à la base, je voulais faire de l'haltéro, apprendre l'haltéro, et en fait j'étais pas mal en force. Il y a eu ces Mhm. championnats à Raw, et en fait je suis parti sur la force. Et pendant ouais, allez, 3 ans en gros, j'ai cumulé, donc entre 2013 et 2017, allez, grosso modo, fin 2013 et 2017, j'ai cumulé des compètes d'haltéro, des compètes de force et des compètes de strongman. Mhm. Et les compètes de Rudy Koya aussi, les Super Physique Games, là, Ouais. dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Et, et puis, bah, dans l'objectif de performer en force et d'être vraiment le meilleur possible en force, j'ai un peu laissé de côté tout le reste pour vraiment me concentrer uniquement sur la force et rentrer un peu plus dans la spécialisation. Mhm. Euh, et ouais, c'est vrai que bah, du coup, le strongman, j'en fais plus du tout. De l'haltéro, j'en fais. Bah, quand j'ai eu une compète, je vais faire une montée de gamme comme ça, vite fait, mais pour rigoler, mais sans réel objectif. Mhm. Et puis voilà, quoi, j'en fais une fois par an, on va dire. Maintenant. Ouais. Et est-ce qu'à ton sens, comme tu as dit, tu t'es donc spécialisé il y a quoi maintenant 3 ans à peu près, 3-4 ans dans la force athlétique. Est-ce que les 2-3 ans précédents, donc, où tu as fait de l'haltéro, où tu as fait du strongman, est-ce qu'à ton sens, ça t'a aidé, ça t'a donné cette base de travail pour ensuite pouvoir te spécialiser dans la force athlétique? Ouais, je pense vraiment que oui, parce que euh, le fait d'avoir une certaine polyvalence à un moment donné, ça te donne une base, que ce soit posturale, mais aussi sur la compréhension des différents mouvements, sur la compréhension des leviers, de comment fonctionne ton corps, comment fonctionne ton gainage, etc. Et si tu réfléchis un petit peu à ce que tu fais, je pense que ça t'aide énormément. Et, euh, et ça m'a vraiment apporté beaucoup, je pense, surtout au niveau posture Mhm. et qualité de posture. Mhm. Après, je, je pense que dans une certaine mesure, tu peux cumuler le tout, mais à un moment donné, si tu veux vraiment exceller dans quelque chose, il faut quand même aller, surtout une discipline comme la force qui est quand même très très spécifique, ou alors si j'avais voulu exceller en haltéro qui est encore plus spécifique, je pense vraiment qu'il faut te concentrer essentiellement sur bah, du moins 85-90% de ton entraînement sur euh, le spécifique que va exiger ton sport. Mais par contre, c'est intéressant d'avoir vraiment construit en amont une certaine base. Mhm. Euh, mais ça vaut pour tout, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas espérer faire des grosses performances sans avoir une bonne base musculaire de bodybuilding avant. C'est-à-dire que si tu n'as pas une certaine masse musculaire que tu as pu créer, et pour créer de la masse musculaire, il faut des années de pratique et avoir la volonté quand même de créer la masse musculaire. S'il n'y a pas de masse musculaire, il n'y a pas de mouvement. C'est l'unité de base du mouvement. Et le fait d'avoir eu un bagage dans lequel tu as fait beaucoup de muscu avant va te permettre plus tard de développer un potentiel. Mais si tu grilles cette étape de création de potentiel, sans doute que à terme, bah, tu exploiteras moins de ce potentiel et tu seras sans doute moins fort. Mhm. Je veux revenir
un petit peu plus tard sur tout ce qui est tes entraînements, mais j'aimerais bien parler compétition des différents sports que tu as eu l'occasion de pratiquer pendant toutes ces années. Donc, force athlétique, haltérophilie, strongman. Est-ce que tu peux parler un petit peu des différentes compétitions auxquelles tu as participé en termes de structure, en termes de comment elles se passent, ces compétitions-là, peut-être les différents challenges que tu as retrouvés dans certaines et pas d'autres, etc. Euh, alors l'haltéro, j'ai pas trop accroché. Alors parce que les compètes en termes de date tombaient jamais forcément bien Hmm. et j'ai jamais pu faire vraiment les compétitions qui m'intéressaient. Et du coup, je suis toujours resté à un niveau un peu départ région. Et chaque fois que j'avais un truc un peu plus intéressant, une échéance plus intéressante, ça tombait en même temps qu'une autre échéance. Et comme c'était un objectif secondaire, bah je pouvais pas vraiment y aller. Donc en fait, j'étais que sur des petites compètes, pas loin. Et l'haltéro, j'en garde pas forcément un excellent souvenir, même en termes d'ambiance, c'est pas fou quoi. Hmm. Après, voilà. Après, au niveau du strongman, c'est vraiment un truc que j'adore, l'aspect chaud, parce que tu fais une compète de strongman. Je me souviens, j'en avais fait une à Souillac. Bon, toi, tu vois pas où c'était, mais c'est un petit bled en France, à la campagne. Hmm. Il y avait 300 personnes dans les tribunes. Tu fais un, tu fais un truc dehors dans un stade, tu as 300 personnes dans les tribunes qui sont là, et c'était une entrée payante. Et il y a 300 personnes qui sont là, et du coup, vraiment, c'est un spectacle. Et si tu joues le jeu et que tu joues le show, que tu te prends au jeu, franchement, c'est génial. Pour ça, le Strongman, c'est vraiment génial. Et Hmm. j'ai des très beaux souvenirs en Strong. Je pense que mon plus beau souvenir en Strong, ça doit être la finale France. Alors, je sais plus l'année, c'est 2016, je crois. C'était à Corbeil-Essonnes et c'était une très très belle compète. J'avais réussi à faire des trucs très lourds que j'avais jamais fait à l'entraînement et j'étais vraiment très très content de ça. Hmm. Du farmer walk à 150 kg par main, du yoke à 340. C'était vraiment ça, c'était vraiment cool parce que il y a vraiment eu un dépassement autour de ça et l'ambiance en strongman elle est très particulière. Hmm. Après, bon, les fédés il y a eu des petites guéguerres d'ego en France et ça m'a plu un peu moins. Et c'est aussi pour ça que je suis parti du strongman. Hmm. Mais ça me plaisait vraiment beaucoup. C'est quelque chose que j'aimais bien. Et j'exclus pas plus tard d'en refaire peut-être un peu. On verra. T'es quoi comme type d'athlète en force athlétique? T'es plus gros chiffres à l'entraînement et puis peut-être un tout petit peu moins en compète ou le contraire? Non, moi, je suis vraiment compétiteur. Et ce que je fais à l'entraînement, je sais que c'est rien par rapport à ce que je vais faire à la compète. Vraiment, je construis bah, déjà pour avoir un vrai pic de forme au moment de la compétition. Et voilà, pour te donner un ordre d'idée, au France 2019, donc là, les barres que j'ai fait, donc j'ai fait 260 au squat. Ma plus grosse barre à l'entraînement à l'époque, ça devait être 245, je crois. Mhm. Ouais, c'est ça, 245 ou 242 même. Au coucher, j'ai fait 187,5 et ma plus grosse barre d'entraînement que j'avais jamais faite, hein, c'était 180. Ok. Et au soulevé de terre, j'ai fait 287. Et 10 jours avant, à l'entraînement, je dois finir avec 260 ou 265 dur. Mhm. Donc, et ça, c'était mes records à l'entraînement, c'était ça. Et du coup, à la compète, bah, j'ai fait beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Ça fait quasiment un total plus 60 kilos, quoi. Ouais, ça fait une grosse différence. Est-ce que tu connais d'autres compétiteurs qui sont peut-être pas dans ce même Ouais, créneau-là, alors après, qui sont un peu à l'opposé ça va. de ce que tu fais toi en termes de compète? Ouais, ça va vraiment dépendre de comment tu te prépares. Tu as des gens, alors je ne juge pas cette façon de faire là, c'est une façon qui est différente de la mienne, mais qui vont faire des grosses barres à l'entraînement et qui vont avoir tendance en fait à bah, avoir un très haut niveau de fatigue pendant leur entraînement et aussi à rusher peut-être un peu plus sur les standards, tu vois, les descentes au squat, faire des claques au coucher qui sont un peu limites. Mhm. Et en fait, quand ils arrivent à être très lourds en poids et quand ils arrivent à la compète, bah, quand tu multiplies tous les facteurs, tu vois, tu te retrouves à avoir des petits désagréments, on va dire, et à avoir des barres ratées et Mhm. à être en dessous de ce que tu valais ou de ce que tu pensais valoir. Après, c'est vraiment lié à la façon dont tu t'entraînes et ce qu'on cherche en force, souvent, c'est à ce qu'on appelle créer le momentum. C'est vraiment être sur une dynamique et arriver le jour J au bout de ton momentum et être vraiment au maximum de ce que tu peux faire. Mhm. Et si ton momentum, tu l'exploites un peu trop tôt, bah, le jour de la compète, tu n'es plus dans l'élan et en fait, bah, tu, tu es pas aussi fort que ce que tu aurais pu être. Et moi, je trouve ça dommage. Après, je sais qu'il y a d'autres gens qui se préparent différemment.
et qui arrivent à avoir de très très bons résultats aussi. Mhm. Donc c'est un peu une question d'école et c'est aussi, je pense, très psychologique. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont besoin à l'entraînement de faire des barres lourdes pour se rassurer, se dire ah j'ai fait 260 à l'entraînement donc c'est bon je peux les faire en compète. Moi je sais que j'ai pas besoin de ça et si je dois passer sur une barre 15 kilos au-dessus de ce que j'ai jamais vu, bah ça me fait pas peur. Si je sens que je suis prêt, je vais le faire et voilà quoi. C'est pas quelque Mhm. chose dont j'ai besoin alors qu'il y a d'autres personnes peut-être avec moins d'expérience ou qui ont un peu plus besoin de se rassurer et eux ils vont avoir une ça va être bénéfique pour ce type d'athlète-là, peut-être de faire certaines barres à l'entraînement un peu plus hautes pour se rassurer. Comme on a parlé un petit peu de compétition de strongman, je voulais avoir ton avis sur un événement de l'année dernière, le deadlift de Thor. Est-ce qu'il compte ou est-ce qu'il compte pas? Bah, moi, c'est pas les mêmes conditions. Après, vu ce qui s'est passé, le Covid et compagnie, pour moi, ça compte. Hmm. Parce que tu dois t'adapter à un moment donné. Et regarde, là, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il aurait dû attendre quoi? Il aurait dû attendre 2 ans pour faire sa barre et faire son record, alors que là, finalement, il s'est lancé dans d'autres projets. Et il sait pas, là, il l'a faite la barre, mais peut-être qu'avec un an d'entraînement en plus, il l'aurait pas faite, il serait peut-être blessé. Ou... Après, les strongman, c'est très particulier parce que bah, ils sont pour maintenir leur niveau de poids qui est excessif, ils sont obligés d'énormément manger, de faire certaines choses qui font qu'ils sont en mauvaise santé. Hmm. Et bah, tu le vois, Eddie Hall, il était World Strongest Man, il a pris sa retraite parce qu'il savait qu'il se mettait en danger. Et Thor, c'est un petit peu la même chose. Il a fait 501, il a fait ce qu'il avait à faire. Et Hmm. là, maintenant, il a tombé 50 kilos parce que bah, il se sentait pas en bonne santé. Hmm. Donc, à un moment donné, c'est bien de faire des barres, mais le strongman, faut pas se mentir, surtout le strongman pro, c'est pas du tout du sport santé. On est sur des mecs qui mangent 10, 12, 15 000 calories par jour, avec une chimie plus. C'est pas, enfin, le corps, il ramasse trop, quoi. Hmm. Ouais, comme tu l'as dit, et tu le vois bien si tu regardes les vidéos de behind the scenes, un petit peu derrière de Eddie Hall, tu vois très très bien que le mec, il est Mais il a loin failli d'être. mourir. Ouais, ouais, c'est ça. Il était vraiment pas très loin de la fin. Il était, si je me trompe pas, il voyait plus rien pendant plusieurs heures. C'est, comme tu l'as dit, Ah oui, non, non, c'est mais pas un sport santé à ce allé niveau-là, quoi. Hmm. il est vraiment allé au bout de lui. Après, il faut savoir que pour le défi, là, donc c'est avec des sangles de tirage, mais aussi avec une combinaison de deadlift. Là, les deux, ils avaient une combinaison quand ils l'ont fait, donc une combinaison triple pli. Mhm. La pression artérielle dans une combi, elle est monstrueuse. Et quand tu tires sur une barre à 500 kg, il y a tout qui pète. Et Diol, il y avait des photos de lui quelques jours après, il les a publiées un an après. Il avait des pétichis partout, il avait des cocards jusqu'en bas, il était complètement éclaté de partout. Il a vraiment failli y passer. Mhm. Euh, Bjornsson était quand même un peu moins en danger, je pense, et il l'a mieux vécu, mais ça a été quand même un traumatisme pour son organisme et pour son corps. Faut pas se mentir, une barre comme ça, c'est inhumain et le corps est pas fait pour ça en fait. Ouais, ouais. Et tu as parlé donc de ces combinaisons qui sont utilisées dans certaines fédérations pendant les compétitions. Est-ce que tu en as déjà porté, toi? Juste pour essayer Non, ou... ça m'a vraiment jamais intéressé Hmm. trop. Et en fait, c'est vraiment un autre sport, c'est-à-dire que c'est une autre technique, c'est les mêmes mouvements, mais c'est une autre façon de faire, c'est une autre technique, c'est très différent. Et moi, c'est moins mon, enfin, ça m'a jamais trop plu. Par contre, c'est extrêmement technique, ça demande vraiment des compétences techniques bien supérieures parce que le millimètre près, tu sors du couloir de ta combinaison, parce que la combinaison, elle te contraint un couloir. Si tu en sors, t'es foutu. Hmm. Et c'est pour ça. Après, c'est impressionnant parce que ça fait faire des barres monstrueuses. Tu as des mecs qui font des squats à plus de 400 et tout, à 93 kg de poids de corps, c'est un délire. Hmm. Mais, euh, mais par contre, ouais, c'est la prestation et la prouesse physique, elle est quand même légèrement amoindrie. Tu te dis, bon, mais combien il gagne avec la combi? Il gagne 100 kilos, il gagne 120, il gagne 150, tu sais pas vraiment. Alors C'est que quoi tu. En row, tu sais ce que c'est le record du monde de deadlift sans, ouais, sans rien, sans combi, sans assistance dans les poids lourds? En gros, alors après, ça va dépendre des fédés, mais en IPF, là, moi où je suis, la fédé testée, avec une barre rigide, parce que les barres, c'est pas les mêmes. Tu as des fédés où tu as des barres souples et des barres rigides. Hmm. Euh, on est aux alentours de 400 kilos à peu près au soulevé de terre. Ouais, donc tu as quand même 100 kilos de différence avec la combi, Ouais, quoi. quand même 100 kilos de différence avec la combi.
Ouais, ça fait beaucoup, quoi. Et après, dans les fédés non testés, ça doit être 420 ou 430 sur la barre souple. Ok. Et l'effet d'une barre sur un lever, donc tu parles de barre rigide, de barre souple, quelle est la vraie différence en termes de ressenti et en Ah, termes de moi, façon de alors, bouger après? j'ai jamais trop tiré sur une, on appelle ça les Texas bars, jamais trop tiré sur une Texas, donc je pourrais pas te dire, mais euh, il y a un gars qui avait fait une vidéo comparative avec une barre Eleiko, une Steve Bar Eleiko et avec une Texas. Et en Mhm. fait, à 400 kilos, tu as 8 cm de différence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment comme si tu faisais un bloc pull, quoi. Mhm. Et plus tu vas être fort, plus la barre va être lourde, plus tu vas être avantagé parce que la barre elle va plier de plus en plus. En fait, bah, si tu gagnes 8 cm sur ton démarrage, enfin, tu le vois, si tu fais un soulevé de terre du sol ou si tu fais un soulevé de terre surélevé de 8 cm, tu vas sans doute pas faire la même barre, quoi. Donc, plus tu es fort, plus la différence elle est énorme. Mhm. Après, il faut quand même être fort pour tirer des barres à 400 kg, que ce soit sur une barre rigide ou une barre souple, hein, on va pas se mentir. Ouais, on est d'accord que c'est certainement pas donné à tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça demande quand même un certain niveau. Pour parler un petit peu de tes entraînements, donc en force athlétique, comment est-ce que tu répartis tes différents entraînements sur la semaine pour donner une bonne idée aux gens qui écoutent? Donc, comment est répartie ta semaine? Combien de fois tu fais du squat, du deadlift, du bench? Et après, combien d'entraînements sont peut-être dédiés à d'autres choses, que ce soit de la muscu pure ou d'autres, on va dire, facettes Euh, complémentaires à la force athlétique? alors, moi, je m'entraîne 5 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, avec récup le mercredi et récup le dimanche. Euh, voilà. Euh, alors, bon, ma répartition, elle va dépendre des périodes, ça va dépendre, parce que les blocs sont pas toujours les mêmes. De manière générale, je fais 3 squats par semaine. Donc, genre, je squatte 3 fois dans la semaine. Là, sur mon bloc actuel, je squatte lundi, jeudi, vendredi. Mhm. Il y a des périodes où je squatte 4 fois, mais par contre, 2 fois par semaine, ça doit faire au moins 2 ans que j'ai pas squatté 2 fois par semaine, quoi. Donc, entre 3 et 4. Tu Au sens que, développé pardon de te couché. couper, tu sens que tu en as besoin de ces 4 entraînements en squat, sinon tu perds très très vite, Ouais, c'est en fait, ça? la fréquence d'entraînement, elle va te permettre à la fois bon, bah, de rajouter du volume, hein, mais surtout, elle va te permettre la fréquence de jamais avoir de désentraînement au niveau de ton pattern de mouvement. C'est-à-dire que euh, chaque fois que tu vas faire un squat, le pattern de la séance d'avant sera encore enregistré et du coup, tu vas être vraiment dans une automatisation la plus complète de ton mouvement. Mhm. Et du coup, tu vas réfléchir de moins en moins. Tu vas réfléchir de moins en moins à ton pacing, ton routing. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, tu vas pouvoir te concentrer sur certains points très précis puisque tout sera automatisé. Euh, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Après, pour un athlète qui débuterait, par exemple, si tu progresses avec 2 squats par semaine, c'est pas forcément nécessaire d'en mettre un troisième. Tu vas le mettre, tu vas le garder sous le coude en fait pour quand tu vas avoir un petit palier ou un truc pour paf, tu débloques et tu pars. Après, il y a certains athlètes qui, avec un squat par semaine, presque tout le temps, réagissent très bien et répondent très bien. C'est très individuel ça. Par contre, moi, honnêtement, ouais, 3 squats, je pense que c'est vraiment ce qui me convient bien. Mhm. J'ai de bons résultats avec ça, donc voilà. Au niveau du bench, généralement, chez la plupart des athlètes, le bench, c'est le mouvement qui a la plus haute fréquence. C'est le mouvement qui se désentraîne le plus vite. Euh, du fait qu'il soit un peu plus technique, c'est des plus petits muscles, donc la récup se fait beaucoup mieux. Et Mhm. la fatigue, le stress que ça crée est quand même moindre. Donc tu récupéreras plus facilement d'un bench que d'un gros soulevé de terre, par exemple. Mhm. Euh, donc bench en ce moment j'en ai 3 parce que j'avais des petits soucis au pec et tout ça, donc on a réduit. Mais sinon la plupart du temps je suis à 4 par semaine et j'ai déjà eu des moments à 5 bench par semaine. Donc ça se fait bien. Mhm. Voilà. Et soulevé de terre, moi j'en ai 2, j'en ai quasiment toujours 2 par semaine. Et là en ce moment par exemple mon soulevé de terre, j'en ai le mardi et le vendredi. Donc j'en avais ce matin. Voilà. Et après, au niveau muscu, donc j'ai pas mal de muscu. Moi, je suis quelqu'un qui prône beaucoup l'assistance et l'importance de l'assistance. Parce que, bon, bah, tu vois, 3 squats dans la semaine, 3-4 bench dans la semaine, 2 soulevés de terre, il y a quand même beaucoup de fréquences et beaucoup de volume dessus. Et il va falloir essayer de compenser un petit peu ce volume-là
parce que tu es quand même dans des patterns qui sont très, très spécifiques, et de compenser un petit peu cette spécificité Mmh. en allant chercher d'autres angles que tu n'exploites pas forcément, et pour pas avoir des pertes de mobilité, des pertes de rotation, et qui vont à terme au mieux t'empêcher de progresser, au pire développer une douleur ou une petite blessure parce que tu auras perdu une certaine capacité à aller dans certaines amplitudes qui en fait, même si tu les utilises a priori pas, à force de ne pas les utiliser, elles vont te manquer quand même. Mmh. Donc Mmh. faut faire pas mal de muscu à côté, moi c'est du moins ce que je prône. Ouais. Et j'ai pas mal de travail accessoire. Et en dehors de ça, j'ai pas mal de travail de prévention, réhabilitation, tout ça. Ça, grosso modo, j'en fais 15-20 minutes 5 fois par semaine aussi, Mmh. plus de la marche les jours off. Ouais. Quand tu parles d'assistance et de mouvements un petit peu différents de tes mouvements de compétition, est-ce que tu fais de Ouais, l'unilatéral? Est-ce que tu pars dans les autres plans de ouais. mouvement que le sagittal? Tu peux parler Voilà, un c'est petit peu ça. Alors en fait, des exercices? donc il y a beaucoup d'exercices de tirage, des exercices de dos, donc horizontal, vertical, en unilatéral, en bilatéral, les deux. Euh, L'unilatéral, c'est hyper important parce que euh, le squat développé couché terre, c'est c'est du bilatéral tout le temps. Et le fait d'avoir de l'unilatéral et d'aller chercher certaines amplitudes que tu vas pas utiliser forcément, c'est très bénéfique. Tu vois, par exemple, le bench, on a tendance à être beaucoup en rétractation au niveau des omoplates. Le fait d'aller un petit peu en protraction et d'aller, ça va en unilatéral par exemple, ça va vraiment te permettre d'éviter certaines blessures et de garder de la solidité, de garder un bon équilibre aussi au niveau de ta musculature pour avoir un bon équilibre articulaire, Mmh. éviter tous les bobos, les inflammations et tout ça. Et c'est vrai que l'unilatéral, c'est quelque chose de très, très important. Beaucoup de travail. Moi, je me suis beaucoup blessé à une époque parce que j'avais des gros déficits en rotation et en anti-rotation au niveau du dos notamment. Donc ça, c'est quelque chose que je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait partie de 50-60% de ma prévention des blessures. Des exos de gainage, d'anti-rotation, de rotation, parce que j'avais complètement perdu cette capacité à avoir une rotation du tronc. Et en fait, ça m'a entraîné énormément de problèmes et de blessures. Et finalement, maintenant que je suis plus fort sur ces mouvements-là, je suis presque plus à l'aise, enfin je suis plus à l'aise et je suis plus solide, et finalement, je suis plus fort. Puisque Mmh. rotation plus rotation, finalement, ça te redonne de l'extension, et c'est super intéressant. Et en termes des mouvements en eux-mêmes, si tu parles d'un squat, si tu parles d'un deadlift, est-ce que tu fais énormément peut-être plus loin des compétitions, est-ce que tu fais des variations de ces mouvements-là, que ce soit au niveau position de pied, au niveau de tempo, au niveau position de la barre, etc. Ouais, alors position de pied, pas forcément beaucoup parce que ça va pas être opportun. Par contre, Mhm. position de la barre, donc pour le squat par exemple, squat barre haute, squat barre basse, pour venir chercher certaines, oui, ça arrive. Du tempo, des pauses, évidemment. Après, il y a plusieurs types de variations. Tu vois, tu as des variations qui vont être plutôt ce qu'on appelle au niveau de la, pour jouer sur l'amplitude. Donc, ça va être typiquement développer couché, resserrer, écarter tes mains. Mhm. Au soulevé de terre, mettre du déficit. Euh, Au squat, mettre du bar haut, du bar basse, donc aller modifier. Donc c'est plutôt des accessoires qui sont, enfin des variations qui sont avec un objectif musculaire, du fait de modifier la course et d'augmenter un petit peu la course, Mhm. puisque en force, on cherche tout le temps à optimiser les leviers pour finalement avoir le moins de courses possible, parce que moins tu as de courses, a priori, plus tu vas déplacer une charge lourde, selon le standard. Mais ça peut être intéressant à un moment donné, notamment comme tu dis, loin des compètes, mais pas forcément que loin des compètes, c'est-à-dire que tu peux garder des variations même très tard dans ta préparation, c'est pas un Mhm. problème. Ça va être intéressant d'aller chercher ce genre de choses. Après, tu peux avoir du travail en tempo, en pause, pour développer un gainage spécifique, pour développer une force spécifique sur une partie du mouvement. Par contre, par exemple, tout simplement, quelqu'un qui a tendance en bas à perdre toute sa tension, tu vas le faire travailler avec du tempo, tu vas lui mettre une pause en bas pour développer un gainage spécifique et en fait améliorer sa capacité à être fort sur cette portion basse. Mhm. Ça nourrit pas tout à fait les mêmes objectifs, mais le choix de la variation, en fait, il va être hyper important dans qu'est-ce qui va t'apporter ce choix de variation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une variation pour faire une variation. Il faut faire une variation qui va répondre à tes besoins et qui va répondre à un problème que tu vas avoir à un moment donné. Donc, si, je sais pas, moi, tu as un problème sur une amplitude, sur telle amplitude, et bien, par exemple, on va mettre une pause sur cette amplitude. Si Mhm. tu as un problème plus général de masse musculaire, et bien, on va mettre plutôt des séries longues avec une variation qui augmente un tout petit peu la course pour augmenter un petit peu ta masse musculaire et que
tu puisses créer plus de potentiel que tu développeras plus tard quand on fera du spécifique. Mm. Et le choix de la variation, il est vraiment très important. Et surtout, il faut faire des variations, mais pas juste faire des variations pour faire des variations. Il faut quand même garder une part de spécifique. Et c'est très dur à doser selon les individus. Mm. Et c'est très dur en plus de ça parce que il faut que tu gères ton ratio fréquence, volume, intensité. Parce que si tu mets une variation où le mec, tu le bombardes en intensité, en volume, il va être cramé pour le reste. Et donc, tu dois jauger. Tu vois, si tu fais un gros soulevé de terre en série de 10, un gros 3x10 au soulevé de terre, bah, a priori, le mec, il va être flingué pour 3 jours. Bon, ben, qu'est-ce que tu fais ces 3 jours-là? Tu Ouais. vois, ça peut se faire, mais ça se réfléchit, on va dire. Ouais, donc ça nous amène à parler comme tu l'as dit, d'intensité et donc l'importance de moduler ça au cours de la semaine. Quand, Pendant combien de temps dans l'année est-ce que tu te retrouves sur des barres qui sont peut-être à moins de 10% de tes meilleurs levées ou de tes objectifs en compétition par rapport au reste de l'année? Moi, très peu. Certains lifters, presque toute l'année. Hmm. Donc, c'est vraiment très différent. Il y a vraiment des grosses différences de façon de préparer. Donc, moi, je vais te dire que c'est intéressant d'aller sur ce type d'intensité, pas trop souvent parce que tu vas te cramer, mais aussi peut-être parce que moi, j'ai un peu plus de 30 ans et que ça fait déjà longtemps que je le fais et que plus ça va, moins j'y réponds parce que quand je fais un truc vraiment lourd, bah, je suis cramé. Hmm. Par contre, bah, quelqu'un de plus jeune, peut-être qu'il y a des facteurs de récupération un petit peu meilleurs, que ce soit dans sa vie quotidienne ou dans autre chose, il va te dire bah, moi, je peux y aller tous les jours, je vais récupérer, ça le fait. Quoi. Hmm. Donc, c'est assez dur. Moi, à titre personnel, si on dit j'ai 2 échéances dans l'année, par exemple, tu vois, à 6 mois d'intervalle, tu vois, une saison parfaite, on va dire, je vais être sur des hautes intensités, une semaine ou deux à la fin du bloc -1, et je vais être à une haute intensité sur tout le bloc de fin de prépa. Donc, on va dire, allez, 2 fois 5 semaines, quoi. Deux Hmm. fois 5, 6 semaines. Ouais, sur Pas l'année. beaucoup. Ouais. Et Moi. Après, il y a des gens, voilà. ça va être 50 semaines dans l'année, ils vont être à des hautes intensités. Ouais, voilà, mais comme tu as dit, peut-être que, et je ne sais pas si on peut faire une généralité là-dessus, mais comme tu as dit, plus tu as d'âge d'entraînement, plus tu as un âge d'entraînement élevé, moins tu vas répondre à ces choses-là. Et en plus, avec l'âge, eh ben, on va potentiellement avoir des retours ou des répercussions négatives si tu le fais trop souvent. Oui, et puis aussi la façon enfin, ce que tu as accumulé par le passé, c'est-à-dire que bon, bah, quand ça fait plus de 10 ans que tu pratiques une discipline, tu as accumulé certains bobos, par exemple, Mhm. qui vont plus facilement se rouvrir. Tu as créé des faiblesses, en fait. Chaque fois que tu te blesses, tu crées une faiblesse quelque part. Alors, tu peux faire toute la réhab que tu veux, mais quand tu t'es bousillé quelque chose, bah, ça reste quand même abîmé, quoi. Tu peux le Mhm. tourner dans tous les sens et ça reste une fragilité. Donc, tu vas devoir faire un peu plus attention et réfléchir un peu plus à ce que tu vas faire et à comment tu vas le faire. Mhm. Euh, et bah, encore une fois, plus tu passes de temps proche des hautes intensités, plus tu vas avoir de chances de rouvrir ces vieilles blessures. Mhm. Donc, faut pas avoir peur pour autant d'y monter quand il faut y monter. Mais si tu passes ta vie à très haute intensité et que tu as déjà pas mal de bobos que tu as encaissés, bah, il y a des chances qu'à un moment donné, ça se passe mal, quoi. Mhm. Et puis, Vas-y, vas-y. que tu te retrouves en fait à être prêt au mauvais moment, à être prêt trop tôt ou à être prêt trop tard, et que en fait, bah, tu as beaucoup de gens qui ont du mal à gérer comment dire, ce picking là, ce moment du pic et cette période d'affûtage. Mhm. Et la plupart des gens, ils ont tendance à en faire trop pendant les affûtages. Ouais, Et en fait, bah, tu arrives à la compète et tu es cramé et tu as ton pic de forme 15 jours ou 3 semaines avant, ouais, ou 15 jours ou 3 semaines après. ouais, Bah, c'est que tu t'es planté, quoi. ouais. Physiologiquement, tu t'es planté. Ouais, sans donner tous les détails, tu peux donner un ordre d'idée, peut-être les 2 semaines avant la compète, la semaine avant la compète, en termes de charge d'entraînement, en termes de volume, d'intensité, par rapport à ce que tu fais durant l'année, ça ressemble à quoi à peu près? Si on fait vraiment du très général, moi en général, je fais mon dernier soulevé de terre à peu près J-10, Mhm. quelque chose près, parce que c'est ce qui nécessite le plus de récupération, surtout quand tu tires en soulevé de terre traditionnel. Quand tu tires en soulevé de terre sumo, tu peux peut-être le mettre un peu plus tard parce qu'il est un peu moins taxant nerveusement, un peu moins taxant au niveau du dos. Je vais mettre mon dernier squat lourd à peu près. Donc ça va être un squat à 90%, grosso modo. Je vais le mettre une semaine avant, 7 jours avant. Le dernier bench, 5-6 jours avant. Et après, la dernière semaine, tu fais 3 entraînements.
Et en fait, tu fais dégressif au niveau de l'intensité, c'est-à-dire que tu vas faire à 6-7 jours, tu vas mettre des assez hautes intensités et un dernier appel, et ensuite tu fais des crescendo jusqu'à finir avec des doublés à 60% par exemple. Mhm. Ouais, ok. Et après une compète, toi, ça te prend combien de temps pour récupérer? Est-ce que tu prends des semaines off dans l'année? Alors, ça me prend combien de temps? Ça va dépendre. Psychologiquement, ça me prend longtemps parce qu'en fait, je suis vraiment compétiteur et moi, les 2-3 mois avant une compète, tu sais, ça va vraiment, enfin, dans ma tête, ça va vraiment crescendo. Je me mets vraiment dans un tunnel et mine de rien, c'est une certaine pression psychologique que tu te mets qui est pas si facile à gérer et qui crée qui crée un creux après, tout simplement. Tu sais, enfin, c'est connu, T'as tu sais, le les gens pic. qui, Ouais, t'as le pic de la montagne et derrière, la montagne, elle redescend assez rapidement. c'est ça, elle redescend et ça, c'est dur. Et c'est souvent, tu sais, les phénomènes un peu de dépression après marathon ou dépression après Ironman. Parce que bah, mentalement, le fait d'être allé chercher loin dans tes ressources, euh, pas forcément que tes ressources physiques, mais aussi tes ressources psychologiques, le fait d'être allé chercher loin, bah, Mhm. derrière, c'est la dégringolade, quoi, et tu le payes. Et puis même, donc, tu le payes physiquement, parce que bah, le lendemain d'une grosse compète, tu as l'impression d'avoir la grippe, hein, tu es désossé de partout. Tu le payes mentalement, et puis bah, ce pourquoi tu ne faisais que de penser pendant 3 mois, bah, c'est fait. Donc maintenant, tu penses à quoi? Tu Mhm. vois, et tu as une. Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'au plus grand coach de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Tu as ce moment-là qui est pas forcément facile à gérer. Et moi, j'aime Comment tu le bien, gères, toi? Comment tu gères ces moments-là? bah moi, j'aime bien, j'ai toujours la même façon de le faire. La semaine qui suit, j'ai pas de programme. Je fais un peu de muscu, un peu ce qui me plaît, et tout ça. Euh, la semaine d'après, je reprends à m'entraîner. Et donc, pendant cette première semaine, je m'entraîne comme je veux, je mange un peu n'importe quoi, je vais boire des bières avec les copains. La semaine d'après, je continue au niveau nutrition, tout ça, de faire un peu ce que je veux, mais je reprends l'entraînement tranquille. Et à partir de la troisième semaine, j'essaye de recaler le tout, en fait, de réaligner. Et Mais je ça te m'autorise prend. vraiment une semaine Ouais. libre, une semaine libre sur l'hygiène de vie, mais je reprends l'entraînement tranquille. Et à la troisième semaine, vraiment bien. Et donc, après un pic comme ça, 3 semaines pour te remettre bien dans le bain, à partir de combien de semaines après ça, tu te sens vraiment dans ta routine de nouveau d'entraînement et prêt à commencer à penser à la prochaine échéance? Euh, Bah, alors, ça va dépendre à quelle date elle est l'échéance. En 2019, je sais que j'ai fait l'erreur de me remettre trop vite dans une autre échéance et ça a été la catastrophe. Et puis bon, voilà, des échéances, mine de rien, bah, il n'y en a pas eu de vrai depuis un sacré moment. Ça Mhm, fait presque 2 ans. mhm. Ouais, parce que les championnats de France 2019, c'était en mars 2019. Donc ça fait presque. J'ai fait des petites compètes Ouais, de qualif, mais ça fait presque 2 ans que j'ai pas fait de vraies grosses compètes en ok. fait. Et j'ai tendance à dire que ouais, il me faut ouais, 5, 6 semaines, 7 semaines pour arriver à me remettre bien dans quelque chose et pouvoir remettre à nouveau de l'intensité psychologique, quoi. On Ouais. va dire, allez, 2 mois tranquille, 2 mois transition, enfin un peu mieux, et après 2, 3 mois à fond, quoi. Ouais, ouais, je me rappelle, j'avais vécu exactement la même chose après ma première compète en ergo. J'avais fait une compète indoor sur le rameur. Je vais préparer pendant 6 mois. Bon, détruit après la compète, ça c'est normal, mais vraiment le no man's land la semaine d'après, c'était vraiment, psychologiquement, c'était vraiment un truc de fou. Genre, t'as donné tellement de ton temps, ton énergie, ta dédication pendant des mois et des mois, des heures et des heures, des dizaines d'heures, peut-être même des centaines d'heures.
tu arrives à ce truc-là, ça se passe et derrière, il n'y a plus rien et Il n'y a plus rien. c'est super difficile comme tu as dit, pas paniquer en fait et te dire ouais mais qu'est-ce que je fais là. Comme tu avais dit, la dépression d'après c'était vraiment ça et pareil j'avais fait l'erreur de me relancer trop tôt dedans alors que j'aurais certainement pu bénéficier de, comme tu as dit, une semaine tranquille, 2-3 semaines pour se remettre dans le bain avant de rattaquer quoi. Le, Moi, je pense que l'erreur que la plupart des gens font, que j'ai faite aussi à d'autres moments, c'est de se remettre trop tôt dans quelque chose. Et en fait, bah, souvent, en force du moins, le nombre de mecs qui se blessent un mois après une compète, c'est énorme. Parce que psychologiquement, tu n'es pas prêt, mais tu profites toujours de ton pic de forme. Donc, tu vas faire des barres qui sont énormes à ton entraînement, avec des intensités finalement qui sont hyper élevées, mais sans t'en rendre compte parce que tu es hyper en forme. Et ça, tu vas forcément le payer à un moment donné parce que, en plus, souvent, ce qu'on fait, c'est que bah, c'est logique. Après une grosse compète, tu as eu ton pic, tu repars sur moins spécifique, donc tu fais des trucs vachement différents. Là, souvent, tu rajoutes des reps, tu mets du tempo. Et en fait, le mec, il va se retrouver à faire plein de reps, donc un haut volume, à une intensité relative qui lui semble sur le moment pas monstrueuse, mais qui en fait est monstrueuse parce qu'il est toujours dans son pic de forme. Et en plus, tu sors du spécifique, tu vas sur des trucs un peu nouveaux. Donc, tu mets beaucoup d'intensité avec beaucoup de volume sur des trucs que tu n'as pas fait depuis longtemps. Ça peut pas bien se passer. Ou alors, si ça se passe bien, c'est que tu es hyper solide ou que tu as de la chance ou que ci ou que là. Mais il faut accepter que tu peux pas être fort tout le temps. Ben, je prends un peu de temps pour volontairement me désentraîner pour que ensuite je puisse reprendre, entre guillemets, comme tu prenais la métaphore de la montagne, mais reprendre à nouveau au bas de la montagne, tu vois. Me laisser le temps d'en descendre. Mhm. Donc, ne pas profiter de mon pic de forme qui va durer encore un peu, et ensuite bah, me relancer à nouveau et remonter sur une montagne qui finalement va être plus haute. Et c'est Mhm. vraiment ça l'idée, c'est d'arriver Faut à revenir au camp de manager ça. base quoi. Faut revenir au camp de base avant Ouais, de c'est ça, repartir. faut revenir au camp de base. Alors, tu n'es pas obligé de retourner tout en bas, mais quand même, il faut redescendre un petit peu, reprendre de l'oxygène, et ensuite tu remontes en altitude. Là, d'accord. Moi, Ouais, c'est ouais. vraiment comme ça que j'essaye de le voir. Et, c'est quelque chose d'important, je trouve, parce que sinon, ça peut pas, vraiment pas bien se passer. Mhm. Tu as parlé du tunnel dans les 2-3 mois avant la compétition. Donc là, on parle d'état mental, si on veut, de préparation mentale d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a des choses que toi tu fais, que ce soit à l'entraînement, que ce soit à l'extérieur, qui t'aident dans dans cette facette-là, en termes de confiance en toi, en termes d'objectifs, en termes de visualisation, etc., etc. Bah, moi, je suis très PNL, programmation neurolinguistique. C'est vraiment quelque chose que pour moi est essentiel. Et en fait, je me sers un peu aussi de mon Instagram comme d'une PNL géante. Et en fait, j'essaye toujours de tourner les choses positivement. Pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, tu peux en parler un petit peu. J'avais fait un entretien avec Mario Bucciarelli, qui est coach de oui. rugby ici en Suisse et qui est coach certifié PNL. Il en avait parlé assez longuement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, allez checker cet entretien, cette interview. Mais si tu peux donner un petit descriptif de ce que c'est pour ceux qui ne sont pas familiers. Bah, très vulgairement, c'est une façon de tourner tes phrases et de tourner tes mots, de tourner tes expressions de manière un peu positive. C'est-à-dire, bah, tu parlais du rugby, mais c'est pas aller voir tes gars en leur disant aujourd'hui on ne doit pas perdre, c'est aller les voir en leur disant aujourd'hui on doit gagner. Et ça multiplié par tous les moments de ta vie et tous les mots que tu dis dans ta vie et toutes les phrases que tu utilises dans ta vie. Mm. Et mes athlètes que j'ai en coaching vont sans doute reconnaître ça. Je suis très chiant sur les comptes rendus de séance où les gens me disent ouais c'est nul, ça c'est pas bon, machin, truc. Non. Il y a peut-être des trucs qui sont moins bien, ok, mais d'accord. Mais par contre, il y a des trucs positifs et on va reformuler, on va recommencer. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment essentiel. Je crois vraiment à ça et pour moi, ça a une vraie importance. Euh, Après, j'utilise pas mal et de plus en plus tout ce qui est visualisation. J'essaye de me forcer à ça. Mhm. C'est pas forcément naturel, mais j'essaye de m'y forcer un peu plus. Tu vois un Je sais que c'est bénéfice quelque pour chose. toi? Je je sais pas. Enfin, oui, j'y vois un bénéfice, surtout dans un sport qui est aussi comment dire aussi standardisé. C'est-à-dire que je sais pas, tu joues au foot ou au rugby, le stade il est toujours différent, les tribunes c'est toujours différent, tout est différent, l'adversaire il est différent, il va avoir une réaction différente. Nous, on fait 3 essais au squat, on a un temps de pause, 3 essais au développé couché, on a un temps de pause, 3 essais au soulevé de terre, on a un temps de pause. Mhm.
finalement, c'est toujours pareil. Et j'essaye de le faire pas mal, de visualiser un peu la veille, les entraînements que je vais avoir, ce que je vais avoir à faire, de me dire je vais être dans tel environnement, à tel endroit, faire tel truc. Et avant les compètes, j'essaye de vraiment le faire. Pour ça, la veille de la compète, j'aime bien aller sur le lieu. Pardon. J'aime bien aller sur le lieu de la compète, voir un peu comment c'est, et pour pouvoir le soir à l'hôtel commencer un petit peu à m'échauffer, à tout ça, tu vois, à me voir m'échauffer, me voir dans le timing, me voir faire tout ça. Mhm. Et quelque part, ça évite d'avoir certains, comment dire, d'avoir des moments où s'il se passe quelque chose qui n'était pas forcément prévu, que ce soit perturbant, parce que bah, tu t'y es préparé à ce qu'il y ait des choses qui ne soient pas prévues, qui puissent éventuellement se passer, et tu es déjà familier à l'environnement. L'environnement, il n'est pas si perturbant. C'est Ouais, quelque ouais, chose, je pense, qui est important. ouais, je m'étais amusé avec ça à la compète d'ergo que j'ai mentionné avant. Comme tu l'as dit, donc déjà visualiser ma course en sachant que sur le Mhm. rameur, tu as l'écran, tu as 2000 mètres et ça décompte sur les mètres. Et ben, je savais exactement à quelle fréquence j'allais tirer, je savais exactement où j'allais aller. Et donc j'avais un métronome dans les oreilles et je visualisais l'écran avec les mètres qui découlaient à peu près 9 par 9 ou 10 par 10 sur chaque coup pour toute la durée de la course. Et ça, je sais que ça m'a énormément aidé parce qu'une fois que j'étais sur mon rameur et que j'ai commencé à tirer, j'ai pensé à rien d'autre. J'ai compté mes coups sur Ouais. 10, j'ai regardé les mètres découler et j'ai pu rester vraiment sur mon écran et j'ai trouvé que ça m'avait énormément aidé dans la compétition. Bah, moi, je parle beaucoup du tunnel parce que pour moi, c'est un truc qui est vraiment parlant. C'est-à-dire que plus tu vas t'approcher du truc, en fait, tu vois rien d'autre que ton objectif et ce que tu as à faire. Et Mhm. tout ce qui se passe autour, en fait, tu le vois plus et tu le sens plus. Euh, alors après, tu sais, les Américains, ils aiment bien parler de in the zone, Ouais, mais c'est un bel anglais. Mais, mais, nickel. mais sans parler forcément de ça, mais le fait d'enlever tous les éléments extérieurs, tous les éléments perturbateurs et de te concentrer que sur ce que tu as à faire et rien d'autre, Mhm. bah, c'est vraiment ça la seule clé du succès. Mais si tu commences à regarder ce que lui il a dit, ah, machin il a bougé à côté, tu n'es plus dans ce que tu as à faire et tu peux vraiment complètement foirer ton truc. Et en plus, on n'a que 3 essais. Si tu en rates Mhm. un seul, bah, c'est la catastrophe, on va dire. Quoi. Mhm. Sont les stats, elles sont parlantes. Si tu fais 9 sur 9, tu as beaucoup plus de chances de gagner. Au championnat du monde, je sais plus ce que c'est le ratio, mais je crois que c'est 80% des champions du monde, ils font soit 8 sur 9, soit 9 sur 9. Quoi. Mhm. Donc si tu rates une barre, ça sent pas bon. Quoi. Ouais. T'as parlé un petit peu du fait que tu coaches pas mal d'athlètes à côté aussi. Euh, J'aimerais bien parler avec toi du développement de la force en termes de qualité physique pour les différentes, on va dire, les différents niveaux de gens avec qui tu travailles. On parle de débutants, d'avancés et élites. Comment est-ce que tu approches le développement de la force pour ces différentes populations-là? Bah, ça va vraiment dépendre de où ils en sont et bah, du niveau de base. Pour le débutant, je pense vraiment que bah, la base de la base, c'est l'apprentissage technique, avoir des mouvements et des patterns de mouvements qui soient qualitatifs. Mm. L'apprentissage des postures, euh, comment je me place, avoir une conscience de mon dos, de tout ça, mes omoplates, où elles sont, comment elles sont, et la masse musculaire, puisque bah, la masse musculaire, c'est la base du mouvement. Hein. Ça ne s'invente pas, c'est comme ça. Si tu n'as pas de masse musculaire, des postures dégueulasses et des mouvements qui ne sont pas calés techniquement, tu ne pourras jamais, jamais, jamais être fort. Donc, on fait de la technique, on fait des postures, on fait de la muscu. Et alors, c'est pas drôle, dit comme ça, c'est pas sexy, mais c'est la triste réalité. Et avant d'espérer mettre des barres lourdes sur ton dos, il faut que ça, tu l'aies fait pendant un certain temps. Mm. Les processus de progression en force et de gain musculaire, c'est des processus longs. Mm. Tu as des gens qui ont des élites génétiques qui prennent 10 kilos en 6 mois, mais ce n'est pas le cas de la majorité des individus. Il ne faut pas se mentir. Donc, il faut accepter qu'avant d'être un champion de force athlétique, il va falloir que et encore, il y a du monde qui veut l'être, donc c'est même pas dit que tu y arrives, mais il va falloir accepter que pendant 2, 3, 4 ans, tu dois maîtriser ses bases. Alors, ça ne veut pas dire que pendant 2, 3, 4 ans, tu ne montes jamais en intensité, tu bats aucun record et que tu fais jamais de lourd, c'est pas ça. Mais tu le fais à ton échelle. Je ne pense pas que mettre une ceinture à un débutant, lui dire vas-y, tire dessus, qu'il soit dos rond, que ça ressemble à rien, sans doute qu'en faisant ça, il va finalement progresser très vite parce que il va avoir de l'adaptation nerveuse, il va
tout de suite optimiser son potentiel actuel, mais il ne créera aucun potentiel pour la suite. Donc, à 6 mois, il sera sans doute plus fort. À 2 ans, il sera sans doute blessé. Alors que le mec, si tu l'as bien construit, à 6 mois, il sera peut-être un peu moins fort, mais à 2 ans, il sera beaucoup plus fort et il sera en bonne santé. Donc, On en revient à ton concept d'en garder un petit peu sous le coude que tu as mentionné avant. bien sûr. Et arriver à construire, c'est tout simple, mais tu ne construis pas une cathédrale en 3 jours. Une cathédrale, tu le fais en des années. D'abord, tu fais des fondations, ensuite, tu fais tes murs, ensuite, tu mets le toit, et ensuite, à l'intérieur, tu fais tes décorations. Mais tu vas pas commencer par les décorations alors que tu n'as pas fait les fondations et que tu n'as pas mis le mur. C'est du bon sens. Bah, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Mm. Après, pour l'intermédiaire, euh, on va commencer à rentrer un peu plus dans le spécifique, tu vois. Peut-être diminuer un petit peu la partie masse musculaire, sauf si, bah, je sais pas, moi, par exemple, il veut tirer en moins de 93 kilos, il fait 87 kilos, bah, tu sais qu'il a 6 kilos optimisés. Ta Mm. stratégie, ça va être de lui faire prendre ces 6 kilos-là. Donc peut-être que lui, tu veux lui mettre un peu plus de muscu. Si Mm. le mec il fait déjà 94, 95, qu'il a une bonne base de musculation, bah, tu lui en mets moins et tu pars sur un peu plus spécifique. Mm. Ça, après, ça va être une part d'individualisation. Part d'individualisation, mais sur l'intermédiaire, on va déjà aller sur un peu plus de spécifique. Aller sur bah, optimiser les leviers, euh, peut-être jouer un peu plus sur les écartements des mains, tu vois, va chercher un peu plus large, essayer d'optimiser ça, diminue peut-être un peu ta descente, là tu vas un petit peu trop bas, tu vas perdre certaines choses, Mm. mais ça, il ne faut pas commencer par ça avec un débutant parce que bah, tu vas le perdre. Il faut vraiment construire ta base. Ensuite, tu as ton intermédiaire, tu vas dans l'optimisation des leviers, la spécialisation. Et après, avec ton avancée, ton élite, tu, tu adaptes selon où il en est et quels sont ses points faibles. Parce que le propre d'une personne qui est élite, c'est que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il pratique. Donc, il a déjà un vécu, il a déjà un passé, il a déjà une expérience. Et là, tu vas devoir composer avec lui, tu vas Mm. pouvoir discuter avec lui, lui dire, bon, ben, par le passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu ressens bien, qu'est-ce que tu ressens mal. Et là, la part d'individualisation, elle prend vraiment tout son sens. Chez un débutant, la part d'individualisation, elle est importante, mais on va pas se mentir, si le mec il est épais comme ça, qu'il a une posture pourrie, bah, il n'y a pas grand-chose à individualiser. Tu fais des belles postures et tu fais de la masse musculaire et Mm. ensuite on passera à la suite et on individualisera quand ce sera le moment. Mais alors, tu individualises dans une certaine mesure, mais de manière générale, tu sais vraiment plus facilement ce que tu as à faire pour un débutant que pour un élite. Mm. Et Avec toute ton expérience et tes années de coaching aussi, qu'est-ce que tu vois comme, on va reprendre ton analogie de la cathédrale, qu'est-ce qu'il y a comme décoration que les débutants utilisent beaucoup trop souvent à ton avis? Les choses qui euh, devraient être réservées vraiment pour plus tard, histoire de ne pas se griller des cartouches et comme tu as dit, d'en garder un petit peu sous le coude et de ne pas se spécialiser trop tôt ou de ne pas bah, partir dans le super spécifique trop tôt. ça serait, je pense, la très très haute fréquence sur les mouvements et la très très haute spécificité, c'est-à-dire par exemple faire que du squat compétition 3-4 fois dans la semaine ou que du bench compétition 3-4 fois dans la semaine tout le temps. Mhm. Je pense que c'est pas forcément opportun, sauf sur un picking, une phase de 3-4 semaines par exemple, où là ça va être intéressant avant une compète, avant une échéance. Mhm. Donc trop de spécificité, pour moi c'est pas forcément utile. Mhm. Pour un débutant, quand je vois des débutants avec des max à 60 kg qui mettent une ceinture, enfin 60 kilos, j'exagère, mais même pour un max à 100, 110 kilos qui met une ceinture, bah, est-ce que c'est vraiment hyper utile? Est-ce que tu l'optimises vraiment? Est-ce que je suis pas sûr? Mhm. Après, voilà. Bon, la ceinture, c'est quand même un peu plus que la décoration d'intérieur. Mais la gestion, enfin, griller un débutant nerveusement, tu vois, le flinguer nerveusement, enfin, c'est quasiment impossible en fait parce que il est tellement loin de son plein potentiel qu'il n'y a aucune chance ou très peu de chance, à moins qu'il ait un rythme de vie de malade, mais il n'y a quasiment aucune chance que tu le grilles. Par contre, un athlète élite qui est déjà beaucoup plus avancé dans son potentiel et qui finalement tire des barres qui sont proches de ce qu'il pourra faire au mieux, il va falloir manager beaucoup plus intelligemment ton ratio fréquence-volume-intensité. Sur un débutant, il faut le manager pour éviter la blessure, mais il ne faut pas forcément le manager pour éviter de le griller, puisqu'il y a très 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 peu de chances que tu le grilles. Mhm. Ça va être des choses, par exemple, qui ont un petit peu moins d'importance. J'ai envie de dire, un débutant, bon là on part vraiment de l'hyper hyper débutant, tu vois, mais tu as Janine qui rentre dans ta salle, elle n'a jamais fait de sport de sa vie.
Si tu lui fais faire du vélo, elle va progresser au squat. Et pourtant, tu lui feras faire du vélo. Tu vois. Donc, voilà. Ça c'est l'exemple extrême. Mm. Tu as des mecs qui ont un petit bagage musculation, mais qui sont débutants en force. À partir du moment où ils vont se mettre à faire du squat 2 fois dans la semaine et à ce que tu leur donnes des cues au niveau technique, et qui vont les automatiser et les répéter, les répéter, les répéter. À partir de ce moment-là, tu pourrais presque rien leur faire d'autre. Ils vont prendre 10, 15, 20 kilos sur leur squat en 3-4 mois. Mm. Si on parle maintenant de la composante technique, comme tu l'as mentionné plusieurs fois depuis le début de l'entretien, quelles sont les plus grandes erreurs que toi tu vois sur les 3 levées en force athlétique en termes de positionnement, en termes de façon de faire les choses? Euh, le... Sur le squat, ça serait vraiment les pertes de tension. Un moment où tu te relâches. C'est pas tellement avoir le dos un peu rond ou les genoux qui rentrent. En fait, ça, c'est plus une conséquence. Souvent, c'est des pertes de relâchement. Et ça, souvent, c'est juste lié soit à une mauvaise façon de respirer, ce qu'on appelle le bracing, Mhm. soit des mauvais appuis au sol, ce qu'on appelle le routing, qui sont pas maîtrisés, ou le rituel de départ qui est pas maîtrisé. C'est-à-dire que tu dois avoir ton rituel qui comprend tous ces trucs-là, trouver de la rigidité, la garder, t'enraciner dans le sol et y aller. Ça, c'est souvent ce qui manque à beaucoup, beaucoup de gens, et même des athlètes de bon niveau qui respirent pas forcément bien ou qui grillent certaines étapes, et en fait, ça donne des pertes de tension. Et bah, des pertes de tension, c'est des déperditions de force. Hein. Tu Mhm. pousses dans un coussin en mousse, tu pousses pas fort. Si tu pousses dans du sol dur, tu pousses fort. Mhm. Donc ça, c'est important. Euh, Développer couché, alors c'est vraiment très variable selon les individus, mais ça va être là aussi des pertes de tension, notamment dans la portion basse, avec des gros mouvements au niveau des épaules, les épaules Mhm. qui sont pas stables. Ça, souvent, c'est des gens qui vont se faire mal. Il y a beaucoup d'anciens qui ont un développé couché comme ça, et qui se font mal aux épaules, et c'est pas très étonnant en fait. Mhm. Et au soulevé de terre, souvent, c'est le fait de vouloir démarrer trop vite. Tu Mhm. veux que la barre, elle démarre fort, fort, fort tout de suite, donc tu mets tout ce que tu as au démarrage. Mais en fait, comme il y a de l'élan, comme il y a trop d'énergie pour ce qu'il y a, l'énergie, elle doit aller quelque part, vu qu'il y en a trop. Donc, elle va vers ce qui est le moins rigide, sauf qu'entre toi et la barre, ce qui est le moins rigide, c'est toi. Donc, en fait, c'est toi qui te déformes. Et c'est des kilos de perdus parce qu'en fait, tu n'as pas mis en tension ton corps et la barre avant de la démarrer. Et ça, c'est une erreur qui est hyper fréquente. Parce que la barre, tu as un peu peur d'elle et tu te dis, il faut que je tire fort tout de suite. Et en fait, non, surtout pas. Plus tu vas tirer fort tout de suite, plus elle va te tuer. Mhm. Et tu vas peut-être la décoller jusqu'au genou, mais après, tu auras tellement une posture dégueulasse que tu pourras pas finir au-delà des genoux. Ouais, comme tu as dit, il faut d'abord, en gros, il faut créer un système uni entre toi et la barre, qui n'est pas de slack, comme on dirait en anglais, donc un manque de C'est ça. tension, et que tu sois Exactement. vraiment uni que tu formes un système, on va dire, fermé Un bloc, c'est ça. et un bloc fort, et à partir de là, tu peux commencer à faire ton mouvement. C'est exactement ça. Tendre le slack, d'abord prendre la tension de la barre, venir mettre la barre en tension, les points un peu en tension, comme si tu voulais juste les décoller à peine d'1 millimètre. Tu vois, moi, j'aime bien utiliser l'image de tu prends les kilos 10 par 10. Tu vois, tu as 200 kilos sur ta barre. D'abord, tu te mets en position, tu tires pour 60, tu tires pour 70, 80, 100 et ainsi de suite. Mhm. Jusqu'à ce qu'il y ait 200. Et à 200, ça va décoller. Mais par contre, quand ça va décoller, ça va voler. Alors que si tu tires tout de suite pour 200, ça va se déformer. Et en fait, tu vas tout perdre. Ouais. Les poids, tu as la barre qui va venir faire ding, là, comme ça, clac, contre les poids. Et ça, c'est que tu n'as pas tendu le slack, tu as tiré trop fort. Et là, tu as perdu vachement d'énergie, vachement de poids, vachement de pression, vachement de tension, et du coup, c'est dommage. Ouais, je me rappelle de ça, comme tu l'as dit, là, tu as le trou sur les disques et tu as la barre dedans, et tu veux qu'il y ait ce mouvement d'1 ou 2 millimètres vers le haut, et que quand tu commences à tirer, en fait, il n'y ait plus de bruit. Le bruit il doit être fait C'est ça, avant, quand tu te mets en tension, et une fois que tu c'est tires, ça, tu devrais déjà être un avec la barre, la tension, elle devrait être unifiée. c'est ça. Et ça, c'est hyper important. Alors après, bon, il y a d'autres erreurs. Après, c'est toute la part d'individualisation, c'est de voir quelles sont les erreurs. Mais déjà, si tu maîtrises pour chacun de ces mouvements-là, ces choses-là, c'est-à-dire bien ton rituel au squat et garder de la tension et garder des bons appuis au sol, normalement, ça va. Mhm. Développer coucher une bonne stabilité au niveau des épaules pour bah, pousser, enfin, utiliser le banc comme un vrai appui, et au soulevé de terre, tendre le slack. Si ces 3 trucs-là, tu les fais bien sur chacun des mouvements, même si tu peux avoir des défauts, normalement, ça se passe pas si mal.
Mhm. Pour parler un petit peu maintenant de l'aspect force, mais dans d'autres sports, je sais que tu coaches notamment dans une box de CrossFit et dans d'autres emplacements également. Comment est-ce que tu abordes ce développement de cette force qui n'est pas nécessairement dirigée vers une compétition de force athlétique, mais comme un élément complémentaire à une autre discipline? Bah, euh, la force, c'est la qualité mère, c'est la qualité première. Si tu n'as pas de force, enfin, pour faire n'importe quel mouvement, il faut de la force. Pour cliquer sur ton ordinateur, il te faut suffisamment de force dans le doigt. Même si Mhm. tu dois faire 2000 clics, si tu n'as pas la force nécessaire, tu n'en feras même pas un seul. Mhm. Donc, c'est vraiment la qualité mère et c'est la base du mouvement. Si on veut parler CrossFit, si tu as un squat à 80 kg et que tu as 150 wall balls à 9 kg à faire, bah, ça risque d'être dur à un moment donné. Si tu as un squat à 200 kg et que tu as toujours ces 150 wall balls à 9 kg à faire, Mhm. tu seras a priori pas du tout limité par ta force et ce sera le fait d'avoir cette force-là te permettra d'être limité par d'autres filières. Alors que bah, si tu n'es pas fort, bah, tu seras limité par ton roll ball de 9 kg, tu seras limité par ta barre de snatch à 40, par ta barre de thruster à 60 et ainsi de suite. Mhm. Donc c'est vraiment important de développer cette qualité mère pour ces raisons-là. Après, pour des raisons de posture aussi et de solidité, parce que bah, la masse musculaire, que ce soit pour faire du crossfit, pour faire du rugby ou pour faire du judo, ta masse musculaire, elle va quand même te protéger et elle va te permettre d'absorber, entre guillemets, certaines déformations, dès que tu vas être un petit peu à côté du pattern parfait ou quand il y a un mec qui va venir te toucher en dehors du pattern que tu as l'habitude de faire, Mhm. ben, c'est ta masse musculaire à différents endroits qui va te sauver et te permettre d'être solide. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Euh, Moi, je vois vraiment le développement de la force pour les crossfitters, par exemple, c'est essentiellement vers eux que j'interviens quand même, Mhm. euh, comme un vrai outil. Le nombre de gars qui plafonnent en haltéro, ils prennent 15 kilos sur leur squat et finalement, bah, leur snatch, il en prend 7, 10. Voilà quoi. À un Mhm. moment donné, ça va être plus facile de prendre 10, 15 kilos sur ton squat que de progresser techniquement pour, avec une force identique, prendre 10, 15 kilos sur ton snatch. Surtout si tu as un squat à 120 ou 130. Mhm. Si tu as un squat à 200, 250 comme ont certains crossfitters, ouais, la force, ça va pas être le facteur limitant, c'est bon, tu mets de côté. Mais si tu as un squat à 120, 130, 140 comme certains crossfitters, bah, ça va être compliqué d'arracher plus que 100, 110, quoi. Mhm. Et Alors que technique égale, tu passes à 160, 170 et 20, 30 kilos au squat, finalement, quand à ce niveau-là, c'est pas si dur à prendre, et ben, ça va forcément se répercuter sur ton snatch après. quand tu parles de pas si dur à prendre, on parle de quelle fréquence d'entraînement et quelle durée pour arriver à des progrès de plusieurs dizaines de kilos sur un squat, par exemple, pour un Bah, crossfitter après, de niveau moyen. c'est toujours pareil, ça va dépendre comment ton crossfitter il est fait physiquement, Mhm. ses leviers, etc. Tu vois, s'il a un gros défaut, tu vois, par exemple, tu as interviewé Jocelyn, qui a des bras hyper petits, morphologiquement, pour le soulever de terre, ça, il n'est pas fait pour ça. Lui faire prendre 10 kilos, c'est la croix et la bannière. Ouais. Euh, un mec qui, morphologiquement, est un peu plus fait pour ça, prendre 10 kilos, ça va être facile. Euh, Après, en termes de fréquence d'entraînement, en squattant 2, 3 fois par semaine, et pas forcément avec des séances longues, juste en faisant du squat. Si tu fais juste une séance de squat de 30, 40 minutes, et en plus les crossfitters, ils aiment bien faire beaucoup de choses, tu fais 30, 40 minutes, non mais presque trop en fait, et en se décrochant de l'essentiel. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu as un squat à 120, 130, tu vas être limité par ça. Donc, Mhm. il ne faut pas que ton squat il soit à 120, 130, il faut que ça devienne ta priorité. Mhm. Euh, Donc, ouais, quelqu'un qui a un squat comme ça à 120, 130, en squattant 2, 3 fois dans la semaine sur 3, 4 mois, il y a moyen de prendre bien ouais, 15, 20 kilos. Honnêtement, c'est pas. Sauf vraiment, il a un gros problème morphologique, il a un problème X ou Y, mais sur une personne lambda, c'est vraiment pas quelque chose qui me semble démentiel, quoi. Passer de Mhm. 130 à 150 en 4 mois pour un crossfitter en bonne forme, en faisant du squat 2, 3 fois dans la semaine, c'est pas. C'est normal, on va dire. Et de ce côté-là, on voit, pas tout le monde, hein, mais on voit sur les réseaux des gens qui parlent de squatter lourd tous les jours, des choses comme ça. Quel est ton point de vue sur ce genre d'approche en termes de développement de force pour des gens qui ont un niveau, on va dire, intermédiaire? Bah, comment dire, euh, je pense que il y a moyen de faire plus intéressant et moins taxant
est tout aussi efficace, voire même plus efficace que de squatter lourd tous les jours. C'est-à-dire que dire je fais squat every day et de compter le nombre de jours où tu montes à 85% et plus, bah, pour le coup, c'est sexy sur les réseaux et autres. Et puis, ça peut avoir un côté fun. Euh, Malgré tout, je ne suis pas convaincu que ce soit ce qu'il y a de plus efficace pour progresser au squat. Sinon, c'est ce que feraient tous les forceux. Tu as quelques haltérophiles, notamment les Bulgares, mais bon, on ne dira pas ce qu'ils avaient derrière, qui faisaient ces méthodes-là everyday. Ouais. Ça marchait bien pour eux. Malgré tout, bah, ils ont ce que nous, on n'avait pas. Donc, ils avaient ce que nous, on n'a pas. Donc, voilà. Je pense que tu as plus intéressant à faire, moins taxant et plus efficace. Et finalement, c'est sûr que c'est moins sexy d'aller à la salle, de faire juste un 5x3 ou un 6x4 ou un truc comme ça à 60, 65, 70% de ton max, juste en répétant du pattern. C'est sûr que c'est pas sexy de faire ça. Quand tu vas mettre ta publication Instagram, bah, ça fera pas classe. Mais par contre, finalement, ce sera tout aussi efficace, voire plus. Ça t'aura pas grillé pour la suite. Et quand tu auras ton squat lourd 2 jours ou 3 jours après, là, tu pourras vraiment monter lourd et avoir une intensité qui sera productive plutôt que de monter à 85% tous les jours en faisant ton squat everyday. Après, ça peut marcher avec le squat everyday. Mais je pense que tu augmentes ton risque de blessure quand même. Tu augmentes malgré tout la fatigue parce que bah, tu crées de la fatigue. Et je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus optimisé, on va dire. Et comme tu l'avais mentionné avant, notamment d'en garder un peu sous le coude et de ne pas te griller des cartouches, de mettre trop de fréquences trop tôt, ça peut potentiellement, bah, si ça n'a pas de répercussions négatives sur le moment, potentiellement, on va dire, tu vas restreindre ton potentiel de progrès plus tard. C'est ça, Ouais. tu crées une forme d'immunité en fait. C'est-à-dire que ton corps il va réagir à ça. C'est un peu comme les gens qui se blindent d'antibiotiques et qui après réagissent plus aux antibiotiques. Bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu te blindes de quelque chose alors que tu n'en as pas encore besoin, bah, tu vas te fermer une porte parce que plus tard, quand tu en auras besoin ou que tu en aurais eu besoin, bah, tu n'y répondras pas. Donc, donc là, c'est pas forcément intéressant. Et en plus, il faut être bien conscient d'une chose, c'est que le travail sub-maximal, voire même extrêmement sub-maximal, il est souvent très productif et beaucoup plus productif en termes de qualité du mouvement et en termes de reproductibilité pour la suite. C'est-à-dire que c'est pas en te mettant à la mort en permanence que ça va marcher. Moi, pendant longtemps, à mes débuts, comme tout le monde, j'ai cru que c'est plus je m'entraînerai dur, plus je progresserai, mais c'est pas vrai. Alors après, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, à te dire plus je vais m'entraîner tranquille, plus je vais progresser, parce que c'est pas vrai non plus. Il faut que tu trouves le juste milieu entre je m'entraîne dur, mais je m'entraîne intelligemment. Et cet équilibre-là, il est sensible et il est tout le temps en train de changer. Il faut être capable en permanence de réévaluer tes besoins et de dire ok, là j'ai besoin de m'entraîner peut-être un peu plus dur, ah là j'ai besoin de m'entraîner un peu plus intelligemment, et ainsi de suite. Et tu fais varier. Il y a des périodes pour être facile, il y a des périodes pour se mettre à la rue, et il faut moduler les deux. Mm. Mm. Tu as parlé notamment de la prévention de blessures et du travail que tu fais pour toi. Qu'est-ce que tu organises en général pour les gens que tu suis à distance pour justement qu'ils puissent bénéficier de ces aspects-là? Et si tu peux aller un peu plus en détail sur le type d'exercice, le type d'approche que tu mets en avant là-dessus. Bah, alors, on a la chance d'avoir un sport qui est en lui-même potentiellement prophylactique. C'est-à-dire qu'un squat bien exécuté, c'est déjà de la prophylaxie. Euh, Si tu vas chez le kiné parce que tu t'es fait mal au dos ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui va te faire faire a priori? Des exercices de musculation et de renforcement. Donc, déjà, de par ta pratique, si tu l'as fait bien et correctement, tu es déjà en train de faire de la prévention des blessures. Et puis, bah, plus tu bouges correctement, moins tu as de chances de te blesser. Donc, c'est gagnant-gagnant. Euh, Moi, j'utilise, alors après, c'est individualisé selon les gens. Malgré tout, bah, c'est quoi les principaux problèmes de cette activité squat développé couché soulevé de terre? C'est que du bilatéral, euh, toujours dans le même plan et des mouvements très répétitifs avec certains déficits musculaires. Mm. Donc, bah, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu mets de l'unilatéral, donc sur les jambes du squat bulgare, des fentes, ce genre de choses. Sur le haut du corps, ça peut être des développés à un bras, ça peut être des landmine press, ça peut être des tirages à un bras, du rowing à un bras, du rowing bûcheron, on appelle ça comme on veut, des pull down à un bras, voilà. Donc tu mets de l'unilatéral.
il n'y a pas de rotation, très peu de rotation, donc il faut travailler des exos de gainage et autres en rotation et en anti-rotation. Donc ça peut être du pal of press, ça peut être du gainage sur le côté, voilà, tout simplement, du travail avec GHD. Mhm. J'en mets pas beaucoup parce que c'est un petit peu compliqué à mettre en place sur les gens que tu as en suivi à distance, mais parce qu'ils ne sont pas tous connectés pareil. Il y en a certains qui sont réceptifs à des choses un peu exotiques et d'autres moins, mais ça peut être des enroulements élastiques. Ça Mhm. peut être quelque chose d'intéressant, type pour FTS. Ça peut bien marcher. Voilà. Du travail un petit peu sur les rotations épaules, hanches et compagnie. Donc ça peut être des L-fly, du travail Y-press, etc., pour stabiliser les épaules. Mhm. Voilà. Et du renforcement sur le dos pour travailler sur l'abaissement des omoplates. Énormément de travail là-dessus. Du travail de gainage. Et puis voilà, pour être très très générique, en mettant ces exercices-là disséminés un petit peu partout dans la semaine, pas forcément à des très très hautes intensités, pas forcément énormément de séries, mais tu fais 2 séries de pal of press à la fin de ta séance et puis tu fais un autre moment dans la semaine 2 autres séries sur 2 autres séries d'un exo oblique. Finalement, tu es sur quelque chose de tout à fait acceptable qui va, si tu n'as pas déjà créé un manque et un déficit particulier, tu vas déjà te permettre de ne pas te faire mal. Après, c'est de l'individualisation, mais si ton athlète il a déjà du retard là-dessus, qu'il a déjà créé une faiblesse, qu'il a déjà créé quelque chose, ton volume et ta fréquence et l'intensité que tu vas mettre dessus, tu peux l'augmenter un peu. Mhm. Mais voilà, ça va être des choses comme ça qui vont, à mon sens, être intéressants à utiliser et qui, pour la grande majorité des gens, vont suffire. Clément, on arrive gentiment au bout de l'entretien. Quels sont tes objectifs pour la suite, pour cette année et au-delà? Mon objectif sportif principal, ça va être le championnat de France 2021 et de gagner, tant qu'à faire. Voilà, après, je sais que la concurrence est quand même bien rude et va falloir progresser encore, donc j'y travaille. Mhm. Mhm. Et puis ça, c'est vraiment l'objectif principal au niveau sportif. Euh, du coup, l'échéance, ça va être c'est en juin, ça a été reporté à juin, donc en espérant que ça puisse avoir lieu dans le contexte actuel. Voilà, quoi, on va s'entraîner pour. Il y a encore un peu de temps, mais 4 mois, ça va relativement vite. Mhm. Donc, on va commencer à rentrer petit à petit dans le tunnel. Et puis voilà, en espérant que ce qu'il y a au bout du tunnel, ce soit sympa. Et pour ceux qui seraient peut-être intéressés à te contacter par rapport au service de coaching que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux ou autre? Alors, sur mon Instagram, je pense que tu le mettras peut-être en description, mais Absolument, ouais. CLTGD et le 1, le chiffre, CLTGD1. Voilà. Et sinon, sur mon adresse mail, mais si tu la mets en lien, ce sera plus simple que de la donner à l'oral. Mhm. Et puis voilà. J'ai pas de site internet pour le moment. Et puis, c'est les deux endroits où on peut me contacter. Clément, merci beaucoup d'être venu sur le podcast et d'avoir partagé ton expérience aujourd'hui. Merci. Merci à toi de m'avoir invité. C'était super. C'était un grand plaisir. Donc, pour tous ceux qui écoutent, allez checker ce que fait Clément sur Instagram. Son adresse email est aussi dans la description pour ceux qui seraient intéressés à le contacter. Et je veux juste terminer par dire un grand merci à notre sponsor pour cet épisode. Toi qui écoutes, tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com/upside et bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois d'abonnement. À bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao.